Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Michel de Lorgeril. Voilà. Le thème de l'émission est très important, on va parler du cholestérol. On va aborder aussi des sujets sur des conseils pratiques et on va aussi aborder sur l'analyse critique et on va aborder aussi sur son parcours personnel. Et juste avant, docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Michel Delorgeril. Sur le plan professionnel, je suis à la fois cardiologue, j'ai des diplômes en plusieurs universités en Europe. Je suis aussi chercheur CNRS, c'est un des concours de la fonction publique les plus difficiles. Mais mon titre de gloire, si je puis dire, c'est d'avoir réussi l'examen me permettant de pratiquer la médecine en Amérique du Nord. Ça, c'est un examen très difficile et je l'ai réussi aussi. Voilà. Donc, je suis cardiologue, nutritionniste et chercheur. Ok. Alors, avant de commencer, je vais mettre en photo donc les ouvrages que vous avez publiés. Donc, le premier, Cholestérol, mensonge et propagande. Alors, c'est pas le premier, hein. Oui, il C'est y en pas a le premier. plusieurs. Oui, Il y en a plusieurs. le premier, c'était dites à votre médecin que le cholestérol est innocent. Vous voyez, alors ça disait tout déjà, hein. Déjà, oui, avec le titre, c'est vrai que ça disait tout. Quand je disais premier, premier de la liste de sélection. Alors, donc, D'accord. édition, donc c'est édité aux Nouvelles Éditions, c'est bien cela? Non, non, c'est édité chez Thierry Soucard. D'accord. Ah, Thierry ok. Soucard Édition. Ok, parce que moi, j'ai une nouvelle édition. Ok. Ah ben, c'est une Euh, nouvelle édition, mais ça reste chez Thierry Soucard. ok. Après, le nouveau régime méditerranéen, avec la participation de Patricia Salène. Quelle édition? Alors ça, c'était les éditions Terre Vivante, mais maintenant c'est en livre de poche Ok, chez Hachette. Ça se trouve dans toutes les librairies, hein. tout à fait. Même sur Amazon, donc si les personnes sont intéressées, vous pourrez vous les procurer donc Ah, sur absolument, Amazon. oui. Comment échapper à l'infarctus et à l'AVC? Voilà. Alors ce livre-là, il est assez récent. Il a été précédé d'un livre qui disait Comment prévenir l'infarctus et l'AVC et qui a déjà une quinzaine d'années. Mais les deux livres sont complémentaires, hein. Et voilà. Poison ou élixir de longue vie, la vérité sur le vin. Voilà, c'est le plus récent. Il a été publié en septembre. Septembre 2025. Voilà. Et donc, tous ces ouvrages, vous pouvez vous les procurer sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon. Et donc, on a terminé donc avec la présentation. Donc, docteur, pourriez-vous nous rappeler les grandes étapes de votre parcours médical et scientifique? Alors, je l'ai déjà dit, hein, Oui, j'ai passé le concours de médecine, hein, qui est un concours très difficile. J'ai été très bien classé. C'était au CHU Saint-Antoine à Paris. Bon, alors je passe les détails, mais je voulais être psychiatre, neuropsychiatre, et puis quand j'ai commencé la formation en neuropsychiatrie, ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas, et finalement j'ai été recruté dans un des plus grands services de cardiologie en Europe, au centre hospitalier universitaire de Genève, où j'ai passé 8 années. Ensuite, où j'ai commencé à faire de la recherche. J'ai commencé à travailler sur les oméga 3, sur les plaquettes, etc. Ensuite, je suis parti au Canada, à Montréal, où j'aurais pu rester d'ailleurs comme professeur, mais bon, j'ai été recruté à l'INSERM, à Lyon, au bout d'à peu près 2 ans, pour diriger un programme de recherche sur nutrition et maladies cardiovasculaires.
J'ai aussi monté là à Lyon, à l'INSERM, un laboratoire de cardiologie expérimentale. Et puis après, voilà, notre directeur est parti et moi je suis allé à Grenoble, au CNRS, à la faculté de médecine, où j'ai continué mon travail de chercheur, à la fois l'épidémiologie et la cardiologie expérimentale. Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser très tôt à la prévention cardiovasculaire plutôt qu'à l'approche purement curative? Alors là, c'est une question un peu difficile parce qu'il faut bien comprendre que les maladies cardiovasculaires, une fois qu'elles sont établies, il y a pas de, il y a pas de cure, on les guérit pas. Ce que l'on doit absolument faire, et c'est vraiment très important, c'est empêcher les complications ou empêcher l'aggravation. Donc, on est tout de suite, dès que le diagnostic de maladie pour la majorité des maladies cardiovasculaires, parce qu'il y a des cas particuliers évidemment, mais pour la majorité des maladies cardiovasculaires, une fois qu'elles sont diagnostiquées, le problème, c'est d'éviter l'aggravation ou bien les complications. Par exemple, la maladie des coronaires, ce sont des plaques d'athérosclérose dans les artères coronaires. Ben, il faut éviter l'infarctus. D'accord, ok, Voilà. Donc on est tout de suite dans la prévention des complications. d'accord. Et justement, quelle méthode de prévention par rapport au diagnostic que vous allez préconiser aux patients? Alors, il faut bien comprendre que la médecine moderne, elle est un petit peu. Je parle de la cardiologie, hein. Je ne vais pas faire une généralité sur toute la médecine et toutes les formes de médecine, mais c'est une médecine, la cardiologie, qui est hémiplégique, si je puis dire, hein. C'est-à-dire que elle ne voit qu'une partie du paysage, elle ne veut pas voir l'autre partie. Je m'explique. Les maladies cardiovasculaires, je parle évidemment de l'athérosclérose et de l'infarctus et d'un accident vasculaire cérébral. Ce sont des maladies qui ont des causes génétiques d'un côté et des causes de mode de vie de l'autre. C'est ça les deux axes. Et alors, on a une prédisposition à la maladie ou bien c'est le mode de vie qui vous précipite dans la maladie. Très généralement, c'est quand les facteurs génétiques, familiaux, héréditaires et les facteurs de mode de vie se croisent chez un individu donné à un moment donné qu'on a la catastrophe, c'est-à-dire l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Je simplifie beaucoup là, hein. Bon. Oui, Et pourquoi je dis que c'est hémiplégique? Parce que le cardiologue moderne ne considère que les médicaments. Pour éviter la catastrophe, il ne considère que les médicaments. Il ne sait pas analyser la prédisposition familiale, génétique, alors qu'on a des prises de sang qui permettent, dans un nombre très significatif de cas, de dire oui, chez vous, il y a tel facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires, l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, et puis le mode de vie. Et ce sont des maladies du mode de vie. Alors, il y a des choses absolument évidentes. Je ne sais pas, par exemple, le tabac. Vous voyez, le tabac, c'est pas génétique, si je puis dire. Et puis, vous avez le manque d'exercice physique, c'est absolument fondamental. Vous avez ce que l'on appelle les souffrances. Alors, ça peut être des souffrances psychosociales, professionnelles, ça n'a rien à voir avec le stress, hein. Je l'explique dans ce livre, tous ces facteurs absolument fondamentaux. Ça peut être aussi une souffrance familiale, conjugale, vous voyez, un divorce qui tourne mal, avoir un enfant handicapé ou bien son conjoint ou sa conjointe qui fait un Alzheimer précoce. Vous voyez, c'est des vies qui sont bouleversées. Ça contribue de manière. J'explique quels sont les mécanismes biologiques, mais dans le mode de vie, le facteur principal, c'est la nutrition, c'est-à-dire comment on se nourrit. Et c'est nous qui avons montré qu'il y a un modèle alimentaire absolument optimal pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi du diabète, des cancers, du déclin cognitif lié à l'âge, les démences, etc. C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, bien sûr, hein. Et on a été les premiers à le montrer, à le démontrer.
sans ambiguïté, hein, par un essai clinique. Et curieusement, les réactions à nos découvertes, hein, qui étaient fondamentales, hein, et qui ont bouleversé, hein, le paysage des maladies cardiovasculaires, c'est que certains ont réagi en disant: oh là là, mais bien sûr, on l'avait dit, ils ne l'avaient pas dit, mais bon, ils se sont appropriés notre découverte. Mais ça, c'est normal dans les sciences médicales, hein, on s'approprie les découvertes des autres. Mais il y a aussi une proportion non négligeable de gens qui ont dit c'est pas possible, y a un problème. Et la phrase que j'entendais notamment chez les collègues américains, c'était too beautiful to be true. C'est trop beau pour être vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, la première publication, nous, c'est 1994. Vous voyez un peu, hein, ça fait 30 ans. Eh bien, pendant ces 30 années, une multitude d'équipes ont voulu vérifier ce que nous avions dit et imaginer que dans différents pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Allemagne, et tout le monde, toutes les études ont confirmé nos données initiales. Et donc pour certains, c'est un peu énervant, c'est agaçant, c'est comme on dit maintenant, c'est un peu urticariant. Et pourquoi ça l'est? Eh bien, parce que, et c'est le point fondamental, hein, un cardiologue conventionnel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit à son patient? Il lui dit c'est la faute de votre cholestérol. Et bien voilà, dans les études que nous avons menées, vous voyez, le cholestérol était le même dans le groupe qui mangeait pour diminuer son cholestérol et le groupe méditerranéen, puisque c'est comme ça c'est ce régime que l'on testait. Mais pour un cholestérol absolument égal, il y avait une différence considérable dans le risque cardiovasculaire. Mais c'était une différence de 70%, vous voyez. Donc ça, c'est très énervant, hein, parce que ça détruit littéralement la grande théorie disant que le cholestérol bouche les artères. Et donc dans la médecine conventionnelle d'aujourd'hui, on, on le sait, mais on fait comme si ça n'existe pas. Et on donne des médicaments, et dans les hôpitaux, partout, dans les cabinets, dans les cliniques, etc., on dit aux gens, alors voilà, vous allez prendre tel, tel, tel médicament, et on ne parle pas de mode de vie, et encore, sauf le tabac, mais maintenant il y a de moins en moins de fumeurs parmi les victimes d'infarctus, et on oublie, entre guillemets, ce facteur fondamental qui est les habitudes alimentaires. Tout à fait. Et là, je vais vous rejoindre aussi, docteur, parce que j'ai rencontré le même constat parce que j'ai reçu le professeur Imbert qui parle des parasites. Et dans d'autres domaines, il parle exactement de la même chose que vous. Ils ne vont pas aller vraiment dans le sujet du patient vraiment à fond, c'est-à-dire qu'ils vont préconiser, comme vous l'avez bien dit, des médicaments. Et c'est triste d'en arriver là. Vous voyez? Et vous savez, moi je parle de cardiovasculaire, mais il y a un autre domaine où je suis devenu un spécialiste, hein, c'est la médecine des vaccins. Et là, c'est un phénomène extraordinaire de voir à quel point les conventionnels, mais aussi les autorités sanitaires, les gouvernants, les administrations répètent de manière absolument incroyable des choses complètement fausses. Par exemple, que les vaccins nous ont permis de vaincre certaines maladies. C'est faux, c'est complètement faux. C'est les modifications des conditions d'existence, les modifications du mode de vie qui nous ont permis de vaincre le tétanos, la diphtérie, etc. Mais absolument pas les vaccins. Il suffit de regarder les courbes. Les vaccins sont arrivés après la bataille. Oui. Donc ça, c'est un phénomène assez systématique dans nos sociétés modernes qui sont gouvernés littéralement, non pas par la science, contrairement à ce qu'on pourrait croire à travers les prix Nobel, ceci, cela, mais ou des académies, ou de la Sorbonne, etc. Non, non, ce qui gouverne la médecine contemporaine, c'est le business. C'est S'il y a du ça. business, s'il y a du business, c'est bon. S'il n'y a pas de business, alors il n'y a plus de science. Et en ce moment-là, il y a une véritable faillite de la médecine scientifique parce qu'il n'y a plus personne qui donne de l'argent pour faire de la médecine scientifique.
On est bien Et les d'accord. seuls, et les seuls qui contribuent, ce sont les industriels. Mais un industriel, il n'est pas idiot. S'il fait un investissement quelque part, il attend un retour sur investissement C'est ça. et, et se mêle ainsi dans la médecine scientifique le business, voilà, euh, les investissements, les profits. En fait, ce qu'il faut, c'est des profits. Mais bon, c'est des industriels, il leur faut des profits, il leur faut du chiffre d'affaires, il faut des profits. Voilà, c'est un On est peu la bien situation d'accord. actuelle. C'est la situation actuelle et c'est assez désastreux. Tout à fait. Et est-ce que vous avez rencontré des résistances particulières dans le milieu médical ou académique face à vos résultats et à votre prise de position? Alors, concernant les habitudes alimentaires méditerranéennes, non, ça a été généralement bien accueilli, mais négligé. Vous voyez, aujourd'hui, si vous demandez à un cardiologue de donner des conseils nutritionnels à son patient, un, il ne sait pas de quoi il s'agit, et deux, il n'a pas le temps. Donc, il ne va pas chercher à le faire. Donc, il néglige. C'est à la fois de la négligence et de l'ignorance. C'est pas une opposition franche. Tout simplement, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'on puisse espérer diminuer le risque cardiovasculaire sans diminuer le cholestérol. Pour lui, ça passe par les médicaments anticholestérol. Et quand il y a des nouveaux, ils se précipitent dessus pour les donner à leurs patients. Inversement, bon, quand moi j'ai commencé à dire que les études sur les statines n'étaient pas de bonne qualité scientifique, qu'elles étaient biaisées et qu'elles étaient biaisées de manière intentionnelle, hein, alors bon, ça, je l'ai publié, hein, cholestérol, mensonge et propagande, on ne peut pas dire mieux, si je puis dire. Alors là évidemment, j'ai rencontré des gens qui étaient très très hostiles, évidemment, ils vivaient de ça. Alors, et comme les sociétés savantes, la Société européenne de cardiologie, la Société française de cardiologie, vivent des cadeaux de l'industrie, même si c'est interdit, hein, il y a une loi anti-cadeau, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui organiser un congrès, un meeting, une réunion sans l'aide de l'industrie. Et donc, si vous voulez vivre en tant que société savante, il faut avoir les meilleures relations possibles avec l'industrie. Hein. Aux États-Unis, on les appelle les brothers, les frères. Vous voyez, les frères. Alors que la pratique de la médecine devrait être complètement indépendante du business. À partir du moment où il y a du business qui se mélange, c'est fini. Il y a des conflits d'intérêts. Alors les conflits d'intérêts sont interdits. Donc c'est pas en tant que personne, mais c'est en tant que société savante. Alors là, les gens deviennent très, très hostiles, très méchants. Et dès que j'ai commencé à le dire, d'abord dans des articles scientifiques, hein, il ne faut pas croire que j'ai tout d'un coup inventé, écrit des livres en français. Non, les livres en français, ils arrivent après des articles scientifiques. Et là, du jour au lendemain, les portes se sont fermées alors que j'étais invité dans le monde entier, Australie, États-Unis, Canada, etc. Du jour au lendemain, hop, c'était fini. Je n'étais plus personne bienvenue dans les meetings et dans les congrès. Mais comme j'avais pris de l'âge, que je commençais à me fatiguer un peu, ça ne me posait pas de problème. Avec les vaccins, c'est autre chose. Hein. J'ai écrit 12 livres sur les vaccins. Vous voyez, donc, aucun expert en maladie, en médecine des vaccins ne peut en dire autant, y compris le professeur à la Sorbonne. Vous voyez, euh, et là aussi, l'hostilité d'emblée. Et moi, j'ai été inspiré par d'autres. Il ne faut pas croire. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des polémiques aux États-Unis sur la médecine des vaccins qui explosent littéralement à la face des experts, mais parce qu'il y a un fond de réalité scientifique qui enfin apparaît. Alors en France, c'est le grand silence, on n'en parle pas, les ministres continuent à dire n'importe quoi, mais il y a un fond de connaissances, de savoir sur la médecine des vaccins qui doit émerger. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais alors là, vous rencontrez une hostilité dramatique. Hein. Quand je dis dramatique, c'est parce que derrière, il y a une pratique. Hein, oui, on rentre là maintenant dans la phase de vaccination massive des seniors contre la grippe, contre la Covid, contre la bronchiolite. Il n'y a pas de science, il y a aucune évidence que ces vaccins sont utiles. Si vous allez écouter la haute autorité de santé, elle vous explique
ce qu'il faut faire, mais à aucun moment elle ne vous dit voilà telle publication ici vous montrant qu'avec ce vaccin vous allez diminuer le risque de grippe ou le risque d'hospitalisation pour la grippe ou le risque de mourir de la grippe de tant de pourcentage, parce qu'il n'y a rien. C'est terrible, vous voyez, c'est Hum. dramatique et on va vacciner des millions de gens. Pire que ça, l'assurance maladie est complice, puisque j'ai reçu mon papier, moi, les plus de 65 ans, c'est gratuit. Je vais chez le pharmacien, on me pique et c'est gratuit. Mais alors, qui est-ce qui paye? Vous croyez quand même pas que Sanofi va faire des vaccins gratuits? Il faut qu'il soit payé, l'industriel. Eh ben, c'est l'assurance maladie qui paye pour des choses qui ne sont pas à l'évidence utiles. Oui, mais peut-être que ça sert. J'en sais rien, moi. Attendez, là, un scientifique, ça exige des données solides. Sinon, je m'abstiens. Dans le doute, on s'abstient. C'est une règle absolument majeure de la médecine. Mais dans ce Oui, domaine, donc dès que vous commencez à parler de, est-ce que vous l'avez senti, euh, cette hostilité un peu plus virulente dès qu'on commence à parler de vaccins? Parce que moi, j'avais reçu un médecin pareil, et lui, il a commencé à dénoncer certains vaccins depuis 93. Il a été harcelé, il a été radié de l'ordre des médecins, et là, on le poursuit encore en justice. Est-ce que c'est quelque chose de sens par rapport à vous? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment sensible de parler de ça? oui, bien sûr, parce que attendez, ça fait 25 ans que les ministres de la Santé, la Haute Autorité de Santé ou son équivalent dit chaque année, vaccinez-vous, ça va vous sauver la vie. Attendez, vous ne pouvez pas du jour au lendemain avoir un ministre ou un expert qui vient dire on s'excuse, on s'est trompé, finalement c'est pas aussi efficace qu'il n'y paraît, et puis il y avait des conflits d'intérêts, et puis l'OMS racontait n'importe quoi, on s'excuse, et finalement nos recommandations cette année pour l'année 2025 ou 2026, ben, ce n'est plus de vous vacciner, faites ce que vous voulez, finalement, bon, parlez-en avec votre médecin, et puis en toute liberté, etc. Oh, en ce moment, on discute, est-ce qu'il faut obliger les soignants à se vacciner contre la grippe? Et le ministre, celui qui est démissionnaire, là, tant mieux pour lui, répondait à des interviews en disant oui, j'y réfléchis, il va falloir rendre ce vaccin contre la grippe obligatoire pour tous les soignants, cliniques, hôpitaux, etc. Et je trouve complètement fou qu'on soit obligé de les obliger alors que leur employeur leur paye le vaccin. Je trouve ça complètement fou. Mais ce ministre, il est complètement hors sol. C'est à peu près 20% des soignants qui sont vaccinés chaque année en ce moment, lui, il trouve ça fou qu'il n'y ait que 20%. Mais attendez, là, s'il n'y a que 20%, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que les gens, ils vivent tous les ans l'épidémie de grippe hivernale. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que les vaccinés font la grippe, ils voient que des non-vaccinés ne font pas la grippe, ils voient que les vaccinés font souvent des grippes plus fortes que celles des non-vaccinés. Alors ils se disent, je ne vais pas me vacciner, ça ne sert à rien, ça. Mais ça, c'est du vécu des soignants. Ils le vivent chaque année. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Ils Oui, ont une bonne raison que le ministre ignore complètement. C'est terrible, c'est terrible. ouais, tout à fait. Je pense qu'à mon avis, ça va mal se terminer cette histoire. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui va mal se terminer, je pense. Ouais. Donc, on va aborder donc un autre sujet. Votre travail sur le régime méditerranéen est régulièrement cité. En quoi pensez-vous qu'il a changé la vision de la prévention cardiovasculaire? Donc, on va aborder ce sujet parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Ah ben c'est absolument fondamental. Quand on a publié entre 1994 et 99
Je suis passé sur TF1, je suis passé sur Antenne 2. Bon, ok, vous voyez, c'était vraiment important en termes d'information quotidienne pour le public. Tout Mais à fait. ça a bouleversé complètement parce que jusque-là, les gens, y compris les scientifiques, pensaient que c'était le cholestérol et le tabac qui étaient responsables. Et tout d'un coup, on a sous les yeux des données scientifiques solides qui montrent, bien sûr, le tabac, ça, je ne conteste pas, mais que c'était pas le cholestérol, c'était la façon de se nourrir. Et donc, ça changeait complètement le jeu de cartes. Alors évidemment, après, très vite, il a fallu récupérer le business, vous voyez, euh, parce que bon, j'étais invité partout dans le monde pour aller, alors les producteurs d'huile d'olive d'Australie, les producteurs de ceci à droite, à gauche, etc., pour aller présenter mes données, mais euh, pour les gens qui avaient les yeux ouverts, ça modifiait complètement la façon de s'occuper des patients coronariens ou à risque vasculo-cérébral. Vous voyez, donc ça a tout bouleversé, mais très vite, on a essayé d'enterrer ça. Et une des raisons pour lesquelles bon, c'était facile à enterrer, c'est que la nutrition n'est pas enseignée dans les facultés de médecine. Tout à fait. Je le raconte dans les vidéos, mais c'est extraordinaire. Ce n'est pas enseigné. Voilà. Alors, vous avez des écoles de nutrition pour former des diététiciens ou des diététiciennes, mais en fait, ce sont des gens qui ne gagnent pas leur vie avec leur métier, puisque c'est pas remboursé la consultation de nutrition. Et les médecins eux-mêmes sont toujours pressés, ils ont les yeux fixés sur leur ordinateur, vous savez, ils remplissent des cases pour l'administration, pour ceci, pour cela, et ils n'ont absolument pas le temps ni de se former, ni d'instruire leurs patients. Et donc, ce problème absolument fondamental qui est la nutrition pour la prévention des maladies cardiovasculaires, personne ne va le contester, mais personne ne va pratiquer. C'est Personne. incroyable, hein. Ou presque personne. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est tellement plus facile, vous voyez, de prescrire un médicament anti-cholestérol. Revenez-moi dans 15 jours avec une prise de sang et on va vous regarder si vous êtes, si ça va mieux. Ah oui, la nutrition, c'est le mode de vie. Vous voyez, il faut apprendre aux gens tellement de choses concernant comment faire son marché, comment préparer ses repas, comment les équilibrer, quels sont les aliments vraiment importants, quels sont ceux qu'il faut éviter, etc. Et oui, ça prend du temps. Mais justement, par rapport à ça, parce qu'on voit aujourd'hui certains aliments comme la tomate, ce n'est plus une tomate, elle a été elle-même, elle a été transformée. Euh, et justement, comment identifier, j'ai pris l'exemple de la tomate, mais ça peut être aussi d'autres fruits, d'autres aliments, comment identifier que ce produit, ce légume ou ce fruit soit bon avec les transformations qu'on a actuelles? Alors, avec mon laboratoire, on a travaillé sur un certain nombre de plantes hein, qui ont été modifiées. Alors, en général, on ne modifie pas la composition réelle d'une tomate ou d'une céréale ou d'une pomme de terre. Ce que l'on fait, c'est que on peut introduire, ça, c'est les OGM, des gènes, pour que cette plante soit résistante au froid, ou d'autres pour résistante à la sécheresse, ou d'autres résistantes à tel ou tel parasite. Mais pour les tomates, par exemple, c'était pour que ces tomates euh, résistent plus longtemps à pourrir. Vous voyez, et la science de l'agriculture fait des progrès. On vous fournit aujourd'hui, vous voyez, quel âge j'ai. Attendez, les tomates qu'on mangeait il y a 50 ans, c'était pas beau, c'était pas bon. Aujourd'hui, si vous mettez le prix, vous avez des produits tout à fait exceptionnels, des produits bio exceptionnels. Et la tomate d'aujourd'hui, elle contient peut-être plus de lycopène que la tomate industrielle d'il y a 50 ans. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir votre tomate de votre potager. Mais attendez, il y a 25 millions d'habitants en Ile-de-France, il y a combien de potagers? Et donc on est obligé de passer par des voies particulières. Et si vos produits ne sont pas de qualité, par exemple, s'ils ne se conservent pas bien au frigidaire, s'ils s'abîment très vite, vous voyez, alors ça, c'est pas bien, c'est dangereux même. Hein. Donc, je trouve que l'agro-business moderne
surtout le côté bio a fait beaucoup de progrès. Je trouve que il y a des années où certains fruits, certains légumes ne sont pas bons. Par exemple, cette année, je ne sais pas pourquoi, mais les concombres ne sont pas bons. Voilà. Certaines années, les abricots n'ont aucun goût. Cette année, les cerises étaient très bonnes, etc., etc. Ça dépend des régions, ça dépend de toutes sortes de circonstances. En général, je pense qu'on a fait. Il y a bien sûr ces fameux OGM, ces maïs avec des pesticides inclus dans la plante, mais de façon générale, je ne parle pas de l'élevage là, hein, mais de façon générale, aujourd'hui, si vous vous donnez un peu de peine, si vous cherchez du bio, vous avez des produits de qualité. Et là, il faut faire confiance aux maraîchers. Moi, je fais confiance aux maraîchers bio. C'est comme ça qu'on se nourrit. Nous, on n'a pas de potager et on est plutôt satisfait. Et je trouve que d'année en année, il y a plutôt des progrès. Ok. Insistez beaucoup sur le rôle protecteur des oméga 3. Considérez-vous aujourd'hui ces preuves scientifiques comme les plus solides? Non, alors, on va être clair. C'est vrai que nous, on fait partie des équipes, on n'était pas les seuls, hein, à montrer l'importance des oméga 3 dans certains syndromes cardiovasculaires et notamment le syndrome de mort subite. Et D'accord. on a la mort subite, c'est une arythmie du cœur qui tue la personne en 3 minutes. Vous voyez, donc c'était important. Et ça, il y a eu un effondrement du syndrome de mort subite dans les sociétés occidentales, notamment américaines. Et la principale explication, en dehors du tabac, c'était que l'on avait compris qu'il y avait que des fractions importantes de la population étaient déficitaires en oméga 3. Déficitaires D'accord. en oméga 3. Et alors, évidemment, des industriels se sont précipités en disant, ben, ça y est, formidable, on va faire des capsules d'oméga 3 pour protéger le cœur. Oui, mais en même temps, les gens avaient compris, notamment grâce à nos travaux, qu'il suffisait de manger des oméga 3 dans son assiette. On n'avait pas besoin de capsules. Et c'est à cette époque-là qu'on a vu un problème avec les réserves halieutiques. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une explosion de la consommation des produits marins, notamment des poissons. À un moment donné, il n'y avait plus de thon en Méditerranée. Hein. C'était quelque Oui, chose. Pourquoi? Parce que c'était pêché, ça allait sur les marchés jusqu'au Japon, et voilà. Et donc, il y a eu une correction. Nous, on l'a vu en suivant des cohortes de patients, on a vu que ce déficit en oméga 3 avait quasiment disparu de la majorité des gens d'un certain âge, etc., et parallèlement à l'effondrement du syndrome de mort subite. Est-ce que pour autant c'est un médicament? Non, ce n'est pas un médicament, c'est un nutriment. Ça sert oui, à rien de se supplémenter, sauf si on est déficitaire. Il y a des gens les capsules d'oméga 3, elles peuvent être très utiles hein, dans certaines circonstances. Nous, on a des patients qui peuvent pas manger du poisson, rien que l'odeur, ça les dégoûte, ils en veulent pas, les crustacés, n'en parlons pas, vous voyez, euh, alors là, chez ces gens-là, il faut éviter qu'ils soient déficitaires en oméga 3, donc on leur donne des capsules de qualité. Il y a des capsules de qualité, il y a des industriels qui font un très bon travail, mais espérer avec des capsules organiser une prévention générale des maladies cardiovasculaires, ça c'est absurde. C'est pas des médicaments, vous voyez, oui, bah oui. c'est pas de l'aspirine, c'est pas un antiplaquettaire, c'est pas un anticoagulant. Il faut pas en manquer. De la même manière qu'il faut pas manquer de vitamine C, sinon on a le scorbut. Oui, mais se supplémenter en vitamine C en espérant avoir des effets miraculeux, ça ne marche pas. Même chose avec la vitamine D. Vous voyez, si vous en manquez, vous risquez le rachitisme. Et pour autant, faut-il se supplémenter systématiquement chaque année en vitamine D? Non, 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 ça sert à rien. Hein. Ça coûte, mais ça sert à rien. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que moi, j'avais déjà entendu depuis quelques années, on parlait beaucoup des oméga 3, on voyait de la publicité partout sur les oméga 3. Et là, ce que vous venez de dire, c'est super intéressant. Donc, je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo devraient s'intéresser
intéressé à ce sujet parce que moi, j'ai quelqu'un de mon entourage, comme vous l'avez bien précisé, qui ne supporte pas l'odeur du poisson, des crustacés, je ne vous en parle même pas. Là, ça peut être une bonne chose de prendre des capsules d'oméga 3. Bien sûr, Naturel. naturel, mais aussi en prévention avec son médecin, où il n'y a pas de risque. Je crains que le médecin soit incompétent. Ça, c'est en vente libre, vous en trouvez sur Internet. Voilà, il faut faire attention de prendre des oméga 3 naturels et attention, il ne faut pas se supplémenter trop, hein, il ne faut pas prendre ça systématiquement parce que ça peut avoir des complications aussi. Hein, vous voyez, donc il faut y doucement, avec prudence. À petite dose, comme on dit. Voilà. Euh, Avant d'aborder sur d'autres sujets, est-ce que vous pouvez nous dire sur les grandes lignes, qu'est-ce que c'est la statine? La statine, c'est un médicament qui a la propriété de bloquer un système enzymatique dans toutes nos cellules. Le système enzymatique s'appelle l'HMG-CoA-réductase et c'est la phase toute initiale de la synthèse du cholestérol dans nos cellules. Toutes nos cellules sont capables de faire du cholestérol parce que le cholestérol est une substance absolument indispensable à la physiologie de la cellule elle-même. Hein. Et si vous bloquez au stade très initial de la synthèse du cholestérol ce système enzymatique, alors vous avez toute une cascade de substances qui vont vous manquer. Pas simplement le cholestérol, mais d'autres substances, notamment des substances qui sont indispensables au bon fonctionnement de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est le poumon de la cellule. C'est dans la mitochondrie qu'on utilise l'oxygène et puis des nutriments pour faire de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de température, il n'y a pas d'énergie. C'est la mort. Toucher à la mitochondrie, c'est toucher aussi à notre aptitude à lutter contre les cancers, à éviter les cancers. Hein. Une cellule cancéreuse, elle se suicide. Si sa mitochondrie fonctionne mal, elle ne sera pas capable de se suicider. Or, on passe notre vie à fabriquer des cellules cancéreuses qui s'autodétruisent avec l'aide du système immunitaire, bien entendu. Donc, je ne vais pas plus loin. La statine, c'est vraiment un poison de nos cellules. D'accord. Et par rapport à ça, vos prises de position sur la statine sont très tranchées. Est-ce que vous comprenez que cela puisse être perçu comme une opposition trop radicale face au consensus scientifique? Non, alors je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a deux pôles D'accord. qui s'affrontent. Mais évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut plus organiser un congrès, un meeting, entretenir une revue médicale ou une revue scientifique sans l'aide de l'industrie. Il est évident que c'est le pôle qui défend les statines, c'est-à-dire le côté industriel, qui a tous les micros. Et on n'entend que. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont absolument opposés à ça, mais nous n'avons pas accès aux médias. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que l'industriel, peu importe lequel, en général, il a aussi des liens très étroits avec les médias ou avec d'autres industriels, mais si un média quelconque déplaît à un industriel, il aura plus de publicité et il va faire faillite. Vous voyez, on n'a même pas besoin de dire à une chaîne de télévision de ne pas parler du docteur de Lorgeril, mais ils savent très bien spontanément que s'ils donnent la parole à un docteur de Lorgeril, immédiatement, tout le milieu industriel, et c'est très lié, hein, il ne faut pas croire, les cosmétiques sont liés à l'industrie pharmaceutique, et puis des actions appartiennent à, je sais pas, l'automobile ou les fusées. Hein, vous voyez un peu, et donc ils sont tous solidaires entre eux. Ouh là là, si Antenne 2 donne la parole à Delors Jaril, ah ben Antenne 2 n'aura plus de publicité sur les cosmétiques. Et attendez, il Tout fait à faillite fait. là, s'il n'y a plus les cosmétiques. Vous voyez, donc là, à nouveau, c'est des conflits d'intérêts, c'est l'indépendance
donc il n'y a pas de consensus, ça c'est sûr. Mais seule une partie a droit à la parole, et c'est exactement comme avec les vaccins. Dès que vous parlez des vaccins en n'étant pas très favorable, vous êtes censuré. C'est une censure. Hein, et c'est extraordinaire. Ouais, on n'a jamais vu ça. Eh bien, écoutez, voyez mon âge, là, ça fait 50 ans que je suis dans les milieux médicaux. Non, je n'ai jamais vécu un truc pareil. Ça, c'est très pénible, très, très pénible. Ouais, Je ne sais tout pas à comment fait. ça va finir, mais c'est très pénible. Certains vous reprochent un discours plus militant que scientifique, notamment dans vos livres grand public. Que leur répondez-vous? Alors, il y en a d'autres qui me disent que mes livres sont trop compliqués, y compris des médecins. Alors, c'est vrai que quand vous avez un titre comme ça, mensonge et propagande, ça peut paraître militant, mais si vous l'ouvrez, que vous lisez les analyses qui sont dedans, les tableaux, les graphes, etc., vous allez voir, c'est scientifique. Et celui-là, même chose, vous voyez, élixir de longue vie ou poison, ça peut paraître sur un titre provocateur, mais en fait, lisez-le, vous allez voir, je raconte toute l'histoire disons, la vision scientifique de cette question. Et mes retours sont soit c'est formidable, merci beaucoup, j'ai enfin compris, ou bien c'est quand même compliqué, hein, docteur Delorge. Oui, bien sûr. Mais non, maintenant, moi j'ai un grand principe philosophique qui date de mai 68, on va dire ça comme ça, hein, de la philosophie. Voilà. Je pense que pour aider les gens, il ne faut pas uniquement s'adresser aux experts ou aux riches. Vous voyez, il faut s'adresser à tout le monde ou personne. C'est un principe moral. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas vivre de mon travail, hein, je me fais payer, mais c'est pour tout le monde ou pour personne. Et quand les gens ne peuvent pas payer ce que je propose, alors je fais jamais de cadeau parce qu'il faut qu'il y ait un prix quand vous faites quelque chose d'important. Mais voilà, les gens, ils donnent ce qu'ils peuvent. Donc c'est très important de simplifier le message. Et en simplifiant le message, forcément, parlez-en avec un éditeur, il faut qu'il vende des bouquins. Hein, donc il faut un peu du punchy, comme on dit. Et ça, c'est pas de mon ressort. Les titres de mes bouquins, c'est pas moi qui les décide. Hein, c'est vraiment mes éditeurs. Et donc, ça peut paraître militant, mais il faut lire, il faut voir le contenu. C'est pas aussi compliqué, évidemment, que les articles scientifiques écrits en anglais, mais il y a du contenu, il y a du contenu pour largement satisfaire des médecins ou des gens éduqués, y compris des scientifiques du CNRS. Hein. J'ai des copains du CNRS qui me disent merci, c'est bon, là, je suis d'accord avec toi, c'est bien analysé, etc. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, et c'est vrai, qu'il y a la partie édition et autres, mais là, ce qu'on fait actuellement, on fait un échange, donc vous transmettez des informations et qui sont aussi importantes. J'ai vu plusieurs, vous faites pas mal d'interviews sur Internet. Même là, c'est une importance, je pense que c'est une importance primordiale aussi d'informer les gens d'un point de vue aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès, comme vous l'avez bien précisé, qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter un livre, et donc on peut les informer aussi autrement. Et je trouve que c'est important que vous donniez si votre temps d'informer les gens. Oui, mais j'entretiens un blog michel.delorgerie.info. Avec des collègues suisses, on a monté une chaîne vidéo. Hein, et deux fois par semaine, je mets en ligne une vidéo qui traite d'un problème médical ou scientifique, des sciences médicales. Là, il faut être abonné, donc il faut payer. C'est normal, hein, puisqu'on a monté la chaîne parce que j'ai été censuré sur YouTube. Si vous ne pouvez plus, vous voyez, bon, voilà. Donc on essaie de faire des prix minimums pour les livres. Il y a un accès via Internet, chaîne vidéo, blog.
Je réponds à chaque fois qu'on m'invite, comme vous l'avez fait très gentiment, à chaque fois qu'on m'invite, je me prête à l'interview, à l'entretien. J'essaye d'être simple et compréhensible. Je mettrai les différents liens en descriptif en dessous de la vidéo. Comme ça, si les personnes sont intéressées de rentrer en contact avec vous ou de s'abonner, bah, ils n'hésiteront pas à rentrer en contact avec vous. Et puis, donc, on va continuer. Si vous deviez résumer, quels sont les 3 piliers les plus efficaces de la prévention cardiovasculaire? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la génétique, c'est-à-dire la prédisposition transmise de génération en génération. Là, en général, c'est un mélange entre le mode de vie et une prédisposition génétique. On sait faire, on sait neutraliser ces facteurs-là. Neutraliser, hein, c'est pas corriger, c'est neutraliser. Si vous avez une prédisposition à faire des caillots, ben on a des médicaments. Et puis il y a le mode de vie. Et là, alors là, ça devient plus compliqué. Alors il y a les habitudes alimentaires, bien sûr, l'activité physique. Il faut pas fumer. Et puis il faut aussi savoir comment dire, s'aider mutuellement, socialement, parce que ce que dans ce livre, hein, j'appelle euh, la souffrance. La souffrance, c'est pas le stress, vous voyez, c'est beaucoup plus. Je l'explique dans le livre, hein, une souffrance conjugale, vous voyez, un divorce qui tourne mal, on se bagarre, on se bat pour les enfants, etc. Ce que l'on me raconte en entretien, c'est épouvantable, ce que les gens peuvent être méchants les uns avec les autres. Donc ça génère des souffrances et une souffrance conjugale, familiale. Vous voyez, l'exemple que j'ai malheureusement un peu trop fréquemment, c'est le conjoint qui commence un Alzheimer précoce. Vous voyez, alors vous êtes un aidant, hein, mais un aidant, là, attendez, un Alzheimer, c'est comme le lait sur le feu. Il peut mettre le feu à la maison, il peut oublier n'importe quoi, il peut se perdre. C'est très très dur. Et donc les dents, là, c'est 24 heures sur 24. Ça, c'est vraiment une souffrance et ça bouleverse votre vie. Et vous ne pouvez pas aller faire les courses, vous ne pouvez pas aller faire de la gym, vous ne partez plus en vacances. Vous voyez, et ça agit sur le système nerveux autonome. Vous voyez, c'est pas simplement je suis énervé, non, ça agit inconsciemment sur le système nerveux autonome et c'est pas en allant chez le psychanalyste que vous allez corriger le système nerveux autonome. Donc ça, il faut apprendre aux gens aussi à savoir corriger. Et vous allez pas mettre votre conjoint avec qui vous avez vécu 10, 20, 30, 40 ans et encore, s'il faut trouver une place dans un EHPAD pour les démences précoces. Attendez, là, oui, oui. Mais ça peut être un enfant autiste à la maison. Vous voyez, il y a des enfants autistes qui sont très très durs, très très durs. Hein. Et là aussi, c'est toute la famille qui est bouleversée. Ça aussi, c'est une souffrance. Ça n'a rien à voir avec du stress. Ça peut agir sur le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, s'il est dysrégulé, alors il favorise les caillots. Il favorise. C'est aussi une prédisposition à faire des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez, donc il faut arriver. Vous voyez, il n'y a pas simplement à éduquer les gens comment manger méditerranéen, mais il faut aussi leur apprendre, j'allais dire, à s'arranger de circonstances de la vie qui peuvent être assez catastrophiques. En gros, c'est se réapproprier parce qu'il y a certaines choses qu'on a complètement oubliées avec la vie actuelle qu'on mène. C'est boulot-travail, vous savez, on est toujours sous pression et c'est de se réapproprier ce qu'on faisait avant, que nos grands-parents faisaient. Ben, c'est-à-dire qu'on le faisait de façon collective. Vous voyez, si le papy perdait la tête, il n'y avait pas que mamie pour s'en occuper. C'était les petits-enfants, les employés de la ferme, c'était les tontons, les tatas. Vous voyez, c'était la tribu, c'était la communauté qui s'occupait de cette personne. Et le conjoint, il avait des moments de liberté, évidemment. Mais plus, maintenant, c'est fini, ça. Hein. Les couples, ils sont isolés dans leur appartement ou dans leur petite maison de banlieue. Et là, il n'y a personne qui vient les aider. Hein. Alors, si c'est vrai, il y a des aides sociales, il y a des aidants qui passent, etc. Mais ça reste très, très difficile. Ça reste très dur.
Mais ça va encore, il y a encore quelques communautés dans la partie du monde où ils sont toujours très soudés, ils sont tous très familles, entre familles. Il y a dans des régions qui sont en dehors de l'Europe où les enfants s'occupent de leurs parents, il n'y a pas de maison de retraite, ça n'existe pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu et c'est fort dommage. Oui, alors je vais nuancer ce que vous dites parce que j'ai connu, moi, une période où des personnes âgées finissaient par se retrouver seules parce que les enfants n'étaient plus là. Des personnes assez âgées, vous voyez, où le fils et la fille étaient perpètes, ou bien ils étaient morts, ils avaient des maladies, etc. Et où les municipalités, les communes se retrouvaient avec des personnes âgées complètement isolées et incapables de subvenir à leurs besoins. Et il y avait des hôpitaux de villages, hein, des hospices pour les vieux, où on récupérait ces personnes et j'ai servi, moi, comme médecin dans ce genre d'institution. Et je me suis enfui, je le confesse, c'était intenable parce que le personnel n'arrivait pas, vous voyez, ça sentait mauvais, c'était la saleté partout. Et il eut fallu à l'époque donc beaucoup plus de personnel d'entretien, d'infirmières, d'aides-soignants, etc. Il y avait pas la petite commune du Gers ou de la Haute-Garonne, et ils n'avaient pas les moyens, et le maire, il n'avait pas les moyens. Donc ça a quasiment disparu maintenant, et on a les EHPAD avec leurs défauts et leurs, on en a beaucoup parlé, mais je trouve qu'on a fait des progrès par rapport à ce que j'ai connu, moi, comme médecin, comme jeune médecin. Yes, on va Voilà, parler du. on va peut-être s'arrêter là, non? Oui, j'ai encore une dernière question. Euh, pour conclure, que souhaitez-vous que retienne le grand public? Faut-il avoir peur du cholestérol, oui ou non? Alors, non, le cholestérol il est innocent, il est indispensable à la vie de la cellule, c'est le précurseur des hormones sexuelles, hein, cholestérol, et puis œstrogène, testostérone, etc. Si il n'y a pas de cholestérol, il n'y a plus d'hormones sexuelles, il n'y a plus de reproduction, hein, l'espèce s'éteint. Cholestérol, c'est le précurseur de l'hormone de stress, vous voyez, donc si vous avez plus de cortisol, l'hormone de stress, vous voyez, le prédateur ne sera pas capable d'attraper sa proie et la proie ne sera pas capable de s'échapper, etc. Vous voyez, le cholestérol, c'est le précurseur de l'hormone régulatrice du sel, du sodium dans notre organisme, c'est-à-dire de l'eau. Vous voyez, c'est absolument fondamental. Il ne faut pas toucher au cholestérol, il ne faut pas en avoir peur. Un de mes meilleurs amis, écoutez bien, un de mes meilleurs amis, c'est un Suédois, il doit avoir 90 ans. Et toute sa vie, ça a été un monsieur absolument formidable dans la lutte contre les statines et contre l'espèce de panique que l'on transmet concernant le cholestérol un peu élevé. Alors maintenant, moi j'ai des patients qui arrivent avec 2 grammes et déjà le médecin dit, voilà, vous allez mourir la semaine prochaine. Oui, ben, ce collègue suédois qui a 90 ans, il a 6 grammes de cholestérol, il n'a jamais fait le moindre problème cardiovasculaire. Donc, vous voyez, cette espèce d'idée qu'un cholestérol élevé, c'est automatiquement lié à des complications cardiovasculaires, c'est faux, c'est complètement faux. Ok. C'est le message, c'est le message. Et ces gens qui vous racontent, oui, mais moi, on est dans une famille où on fait du cholestérol et on fait des infarctus. Oui, justement, si on fait des infarctus, c'est vrai, et dans la famille, c'est pas à cause du cholestérol, c'est quelque chose à côté. Et c'est ce quelque chose d'à côté qu'il faut chercher et que les médecins ne savent pas faire. À Tout à chaque fait. fois que je le fais, à chaque fois que je le fais, je trouve le vrai facteur de cause d'infarctus. C'est vrai qu'il manque le vrai diagnostic. La Ok, vraie docteur. cause, la vraie cause. Tout à fait. Alors, en général, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin. Donc, docteur, je vous laisse le mot de la fin. Euh,
étant donné que mon panorama est extrêmement large, je ne sais pas quoi dire. Mais puisque je viens de sortir ce bouquin sur le vin, vous voyez, en ce moment, il y a une espèce d'hystérie anti-alcool, anti-vin, etc. On accuse l'alcool d'absolument toutes les maladies. On vous raconte, par exemple, hein, que au premier gramme d'alcool consommé, quelle que soit la boisson alcoolisée, alors vous allez faire un cancer, ou une démence, ou une pancréatite. C'est faux, c'est complètement faux, c'est absurde. Vous voyez, non seulement il n'y a pas de données scientifiques qui justifient ça, qui légitiment ce genre d'affirmation, mais ensuite, en plus et surtout, il n'y a pas ce qui est fondamental dans les sciences médicales, il n'y a pas de plausibilité biologique. Et quand il n'y a pas de plausibilité biologique, alors vous mettez à la poubelle. Yes. OK, merci docteur. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez encore quelques secondes avec moi.